Je vous propose peut-être de recommencer après cette pause café. Donc, dans l'ordre du jour des intervenants, je vais vous présenter en premier donc Isabelle Sautrel, qui est à ma gauche, qui est donc qui va nous apporter le regard de la patiente, le regard de la soignée. Isabelle, j'ai eu son accord pour le dire, et donc greffée du foie. Elle est de profession avocate au barreau de Lyon et elle est spécialiste en droit social. Voilà, on peut même rajouter, parce qu'elle me le permet aussi, que ça fera la semaine prochaine 30 ans qu'elle est avocate. Et puis Didier Vinot, qui est donc lui professeur des universités en management et ressources humaines à Lyon 3. Voilà, tous les deux vont nous apporter à chacun leur regard, donc le côté soigné et puis le côté économie, parce que on ne peut pas faire abstraction de ce que c'est que le coût de la santé. Et autant les soins ont-ils un sens? On peut le demander. Ont-ils eu un sens aussi? On demandera ça à Isabelle Sautrel, bien sûr. Ces soins continuent-ils d'avoir un sens? Et puis, sur le plan administratif, je reprendrai un peu la phrase de Madame Begui tout à l'heure, qui a dit qu'on était modestement des administratifs. Alors, je m'associe à la modestie, puisque j'en suis un. Néanmoins, je retiens ce qu'on m'avait dit un jour, que l'éthique n'appartenait pas qu'aux soignants. Et effectivement, ce n'est pas qu'une affaire soignante, même si aujourd'hui le thème de la journée c'est l'éthique du soin. Ça n'empêche que la gestion a sa part aussi et que le regard peut-être économique donne-t-il un sens aux soins? Didier Vinot nous en parlera. Voilà, donc je vous laisse peut-être commencer. Isabelle. Voilà, bonjour à tous. Donc, comme Monsieur Véron vous l'a indiqué, j'interviens aujourd'hui pour vous faire part avant tout de mon expérience en tant que soignée, puisqu'il y a bientôt 6 ans, j'ai bénéficié, je ne dirais pas subi, puisque c'est une chance extraordinaire de pouvoir être transplantée hépatique. Donc j'ai bénéficié d'une transplantation hépatique en raison d'une maladie chronique très rare. Qui donc a nécessité ce soin, puisqu'on parle aujourd'hui de soins, dans une relative urgence. J'ai été transplantée en moins de 6 mois après le diagnostic. Alors donc aujourd'hui, je vais vous faire part de mon expérience, évidemment, en tant que soignée, mais également en tant que membre d'une association de transplantés, puisque dans mon parcours médical, j'ai évidemment bénéficié de soins médicaux, traitements. Vous pouvez, je pense, de par votre profession, vous imaginez tout ce que cela peut impliquer comme soins. Mais également donc en tant que membre de l'association qui s'appelle l'association Phénix, son nom parle de lui-même, puisque le phénix, vous le savez, est un oiseau qui renaît de ses cendres. Et effectivement, être transplanté permet de renaître de ses cendres. Après, c'est souvent, enfin c'est même toujours le dernier recours lorsque l'on est transplanté, c'est que il n'y a pas d'autre solution médicale. Et après une transplantation, c'est une sorte de deuxième naissance, c'est une deuxième vie qui commence. Et mon expérience en tant que membre de l'association Phénix, ça a été et c'est toujours, quand la crise sanitaire nous le permet en tout cas, d'aller rendre visite à des personnes qui sont en attente de greffe ou qui viennent d'être greffées ou qui ont été greffées déjà d'ailleurs depuis plusieurs années. Et donc c'est cette expérience-là que je voudrais donc vous faire partager sur le sujet que vous avez lu attentivement, j'imagine, et je relis la question parce que tous les mots comptent. Au cœur du vécu de la maladie, quel sens attribuer aux soins?
au cœur du vécu de la maladie, quel sens attribuer aux soins? Alors c'est vrai qu'en lisant cette question, de prime abord, je me suis dit, bon, je vais d'abord parler de ce que le soin représente lorsque on est dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans le cadre des traitements qui ont déjà démarré. Je me suis dit, c'est pas nécessairement pour la période avant le début des soins. Et puis, en réalité, en fouillant un peu dans mon expérience personnelle, eh bien, je me suis dit que, en réalité, cette phrase, au cœur du vécu de la maladie, ça ne commençait pas seulement avec les traitements médicaux proprement dits, mais bien, au moins, au moment de l'annonce de la maladie. Alors, c'est vrai que on pourrait se dire, ça n'est que parce que la maladie est présente et bien ressentie que commence véritablement le soin. On peut se dire quel sens attribuer aux soins face à la douleur, face à l'angoisse, puisque c'est maladie en général équivaut à angoisse, hein, nécessairement, au moins en tout cas au début. Mais je me suis rendu compte donc que le soin ne commençait pas que avec les traitements médicaux, hein, mais bien au moment de l'annonce, c'est-à-dire comment on annonce la maladie, et la façon d'annoncer la maladie, ça fait déjà partie du soin. Et puis la période entre l'annonce de la maladie et le début des traitements. Parce que, en ce qui concerne évidemment une transplantation, cette période, elle peut s'avérer très longue. Hein. Vous savez tous qu'il y a une pénurie de dons d'organes, hein, pour diverses raisons, hein, qui ont encore été aggravées avec la crise du Covid. Et cette période, elle peut être particulièrement longue, parfois plusieurs années. Et cette période, effectivement, doit donner lieu à des soins. Alors évidemment, des soins qui peuvent être médicaux, parce que plus on attend la greffe, plus on risque d'avoir un état de santé qui se détériore. Donc les personnes qui sont en attente de greffe font l'objet d'un suivi évidemment médical, voire médicamenteux, évidemment très, très précis, hein, et adapté. Mais il y a pendant toute cette période aussi la dimension de l'accompagnement, du soutien moral, qui est donné par les soignants officiels, et puis qui peut être également donné par des personnes qui ont traversé cette épreuve. Et donc ça peut être, par exemple, les membres de l'association Phoenix, c'est une association qui existe depuis 10 ans, et qui justement essaye de soulager cette angoisse qui est quand même, vous l'imaginez, ou peut-être pas d'ailleurs, quand même très importante. Voilà, le jour où moi on m'a annoncé que j'avais à connaître ce parcours médical de la transplantation hépatique, bon, j'ai connu un moment de sidération. Hein. Je m'attendais à ce qu'on m'annonce effectivement de la chimio. Enfin, je pensais avoir un cancer. Enfin, c'était une forme de cancer, mais pas classique entre guillemets. Et donc, c'est vrai que le médecin me l'a annoncé. Je savais que poser le diagnostic avait quand même demandé plusieurs semaines, parce que c'est une maladie qui est très rare apparemment. Et quand il me l'a annoncé, c'est vrai, comme l'avait évoqué tout à l'heure Élodie avec le livre dont elle nous a fait part, on entend beaucoup de choses. Moi j'ai eu la chance d'avoir un médecin qui me l'a annoncé de façon très bienveillante et la plus précise possible, mais ceci étant, quand on ne s'attend pas du tout à ce diagnostic, on tombe dans une espèce d'état de sidération, on n'entend plus grand-chose. Ce dont je me souviens, c'est il faut tout remplacer. Voilà, il m'a dit avec des termes assez, pas du tout médicaux, mais qui m'ont quand même été parfaitement clairs. C'est vrai que même si je ne garde pas un souvenir extraordinaire de l'annonce de la maladie, mais je pense que cette annonce, qui a été quand même la plus bienveillante possible, c'était déjà une forme de soin. C'est-à-dire, on m'a donné la vérité, on m'a dit ce qu'il en était, mais en me précisant quand même, et surtout, qu'une transplantation, c'était peut-être effectivement un acte très lourd sur le plan médical, mais que c'était un acte qui était bien maîtrisé.
Donc ça, je pense qu'on peut dire que déjà au moment de l'annonce de la maladie, on a cette forme de soins. Bon, alors après, moi j'ai vécu d'autres annonces après celle-ci où ça s'est moins bien passé, où j'ai appris de façon incidente que j'aurais peut-être à subir une transplantation des pulmonaires. Bon, pour l'instant c'est pas le cas, mais je l'ai appris de façon incidente et plutôt accidentelle, et c'est vrai que là ça a été un choc qui m'a quand même anéanti. J'ai remonté la pente petit à petit, mais vous voyez, la façon dont on annonce la maladie, ça fait déjà partie du parcours de soins. Alors, donc, ce que l'on peut déjà considérer, c'est que le soin, il faut l'intégrer de façon, enfin, il faut l'entendre de façon large. Ça ne prend pas que la forme du traitement curatif, évidemment. Et si vous êtes tous là, que vous vous intéressez à l'éthique, c'est que vous avez bien conscience justement de cette dimension qui n'est pas que curative. Vous êtes là le matin, vous vous levez, pas forcément simplement pour donner des médicaments ou faire des piqûres, mais c'est parce que vous sentez que il y a derrière tout cela une dimension humaine, et c'est, je pense, quand même le sens que vous donnez à votre journée de travail dans le domaine du soin, dans votre domaine professionnel. Et donc, cette dimension du soin qui n'est pas que curative, c'est, à mon sens, également du préventif, de l'accompagnement moral. Et donc, au moment de l'annonce, donc la notion de soin, donc elle va varier selon que l'on est avant ou après le début des traitements. Et donc, dès l'annonce de la maladie, le soin, ça consiste, selon ma propre expérience, évidemment. Oh, tiens, je commence à démonter le matériel, ça va pas. Donc, le soin, ça peut être donc un accompagnement dans l'acceptation de la maladie. Ça, à mon avis, c'est très important. Alors, il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi, de dire que ça n'est pas grave alors que vous savez que c'est grave. Mais il faut que le patient ait la meilleure connaissance possible de sa maladie pour qu'il puisse s'adapter au mieux, parce qu'on a tous en nous des forces qui sont très importantes pour se battre contre une maladie, mais encore faut-il savoir contre quoi. Donc il faut vraiment être dans ce souci de faire accepter au mieux la maladie par le patient. Et donc dans également sa bonne connaissance de la maladie. Et j'ai toujours en tête un entretien que j'ai eu avec le médecin, un médecin transplanteur. Je ne savais pas si ça n'est pas lui finalement qui m'a opéré, mais un entretien au cours duquel j'ai pu avoir toutes les réponses aux questions que je me posais sur la transplantation, parce que encore une fois, même si on a entendu parler de la greffe comme tout le monde à la télé ou n'importe où à la radio, lorsque ça vous concerne en direct, tout d'un coup, vous avez, une multitude de questions qui vous éclaboussent. Et avoir un médecin en face de vous qui, vous le savez, est là pour faire des transplantations, qui est vraiment toujours susceptible d'être appelé pour une urgence, et qui vous consacre plus d'une heure et demie sans jamais regarder sa montre, parce que vous êtes là en face de lui et que vous avez des questions à lui poser et que vous attendez des réponses. Pour moi, ça a fait vraiment partie aussi du soin que j'ai reçu dans le cadre de cette transplantation. Alors, ça ne remplace pas évidemment la transplantation. Peut-être que, sans cet entretien, ma transplantation se serait très bien passée aussi. Mais le malade n'est pas qu'une personne, n'est pas une maladie en soi, c'est une personne d'abord. Et il faut la voir en tant que telle. C'est-à-dire que on a un esprit, on a une âme, on a une famille, on a tout notre vécu. Et quand un médecin vous consacre beaucoup de temps, non pas seulement à votre corps, mais aussi à toute votre dimension personnelle, à votre dimension morale, à votre dimension humaine, là, le soin, il a tout son sens. C'est vraiment ça qui me paraît essentiel. D'ailleurs, le mot essentiel et sens me paraissent tout à fait combinés entre eux. Il n'y a pas de sens sans essentiel. Et l'accueil que j'ai eu de ce médecin,
qui n'a vraiment jamais fait part d'une quelconque impatience par rapport à toutes les questions qui pouvaient être complètement stupides à son, puisque évidemment n'étant pas du tout médecin, bon, j'ai pu certainement lui poser des questions qui lui paraissaient complètement incongrues, mais ceci étant, je me suis sentie vraiment rassurée et soignée en le fait simplement qu'il m'accorde du temps. Oui, donc cet accompagnement aussi, c'est important pour permettre à la personne vraiment de déterminer de façon objective et raisonnable les moyens et les chances de guérir. Il s'agit vraiment de permettre aux personnes qui doivent se battre contre leur maladie, eh bien, de savoir contre quoi elles doivent se battre. C'est vraiment important. Il ne s'agit pas encore une fois de donner de faux espoirs, mais si on sent qu'on connaît son ennemi, eh bien, on va forcément le combattre de façon beaucoup plus efficace. Je crois que c'est une dimension importante que j'ai rencontrée, j'ai eu la chance de la rencontrer à l'hôpital de la Croix-Rousse, où on ne met pas forcément tout sur le médical, on laisse beaucoup de place à ce que le patient peut lui-même apporter dans son propre traitement. Et on le voit bien d'ailleurs par rapport à des personnes qui sont dans le coma, qui, on le sent, sont, pour reprendre un terme que j'ai entendu de la part de médecins, qui lâchent, qui se laissent glisser. Bon, les personnes qui lâchent comme ça, qui se laissent mourir, entre guillemets, alors qu'elles auraient les moyens physiques de se battre, en fait, les médecins en ont conscience. Je pense qu'ils savent que si quelqu'un a envie de se battre, il ne va pas lâcher, il ne va pas se laisser glisser vers la mort. Et cette dimension de soins, elle est particulièrement importante, justement, dans l'accompagnement, dans le soutien moral que les médecins ou soignants, parce que dans mon expérience d'hospitalisation, qui a duré quelques semaines, je mettrais vraiment tout le monde au même niveau. Les médecins, évidemment, sont extrêmement importants, puisque une transplantation, ça suppose un suivi médical très pointu. Mais j'ai eu aussi un accompagnement de la part des infirmières, des infirmiers, des aides-soignants, qui ont fait vraiment partie, à part entière, vraiment des soins que j'ai reçus. Tous les jours, j'avais notamment en réanimation des infirmiers. Alors c'est en réa, ils tournent évidemment. C'était pas toujours les mêmes tous les jours, mais cette empathie, cette bonne humeur, cet intérêt, cette attention que j'avais au quotidien, c'était un soin qui était aussi important que les médicaments, les prises de température, de tension que j'avais tous les jours. Pour moi, c'est vrai que c'est ce qui me permettait, entre guillemets, de tenir et de vraiment faire face à l'épreuve de la maladie. Et le soin, sur le plan humain, est vraiment aussi important pour la personne qui reçoit les soins que les soins médicamenteux ou opératoires. Donc pour moi, avant même le début des soins médicamenteux, traitements médicaux, le soin, ça consiste en l'écoute et en la compassion. C'est vraiment l'attention de l'autre. Voilà, le soin, à mon sens, au cœur de la maladie, mais avant même le début des traitements, c'est vraiment le soin, c'est vraiment l'écoute et la compassion. Alors, avec le début des traitements médicaux, les soins, évidemment, sont les traitements médicaux. Évidemment, et donc après on peut s'interroger sur le sens de ces traitements médicaux. Et en réalité, ici il s'agit de soins qui consistent en un accompagnement du soigné tout au long des étapes du parcours médical. Soigné par des gestes médicaux, ça suppose d'être très transparent sur la maladie, l'écoute toujours du patient. Je suis avocat, alors c'est vrai que je ne suis pas totalement désintéressée, puis je suis une femme et on sait que les femmes sont vénales, donc vous ne m'en voudrez pas. Voilà. La nature reprend ses... Voilà. Non, j'avais envie de vous parler
d'un livre. Je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de le lire, mais en tout cas, je vous conseille de le faire si vous n'avez pas encore eu la possibilité de le faire. C'est le livre qui s'appelle La Dame Rose de Éric Emmanuel Schmitt, qui est un grand classique, je pense, et qui montre que même pour quelqu'un qui est condamné, il s'agit de l'histoire d'un petit garçon qui est atteint d'un cancer et qui n'a plus que 9 ou 10 jours à vivre. Bon. Et cette Dame Rose, c'est une personne qui vient accompagner les enfants dans cet hôpital jusqu'à leur dernier instant. Et on se rend compte que les 10 jours qu'elle permet à cet enfant de vivre équivalent à une vie entière. Parce que chaque jour qui reste à vivre à cet enfant, elle lui dit ça vaut 10 ans. Donc demain tu as 20 ans, après-demain tu as 30 ans, et voilà, il faut que tu fasses des choses de ton âge à chacun de ces jours qui te restent à vivre. Et donc elle lui fait vivre en 10 jours une vie entière, et en réalité cet enfant, on se rend compte qu'il arrive à être heureux pendant ces 10 derniers jours. Je crois que ça montre vraiment à quel point, enfin j'ai des trémolos dans la voix parce que c'est vrai que c'est un livre qui m'a beaucoup ému, mais ça montre à quel point le soin, qui n'est pas forcément dans le geste médical, peut véritablement soulager la souffrance, soulager l'épreuve de la maladie, même si on connaît la fin inéluctable de la maladie. Donc même si on travaille dans un service de soins palliatifs et que l'on sait que la personne n'a plus beaucoup de jours à vivre, malgré tout, il ne faut pas désespérer sur le sens du soin. Il a sans doute encore plus d'importance en fin de vie, puisque même si on se dit c'est désespéré, ça ne sert plus à rien, il faut laisser partir la personne tranquille, voire il faut envisager l'euthanasie, même si aujourd'hui il ne faut pas utiliser ce terme, mais en réalité on peut voir que même en fin de vie, le soin garde et peut-être encore plus de sens, puisque jusqu'au dernier instant on peut être heureux, on peut ressentir l'amour de ses proches et puis garder l'espérance pour ceux qui ont la foi éventuellement pour une vie après la mort. Je vais aussi vous faire part du témoignage d'un membre de l'association Phoenix, puisque avant de venir, j'ai quand même demandé, j'ai demandé à mes amis de l'association de me faire un petit retour sur ce qu'ils pensent du sens du soin au cœur de la maladie. Et donc l'un d'eux m'écrit « Le soin a toujours été au centre de mes préoccupations. En effet, sans soin et surtout sans le suivi qui va avec, nous aurions une visibilité moindre sur notre santé et sur la correction de notre maladie. Les impacts du protocole de soins dont nous parlions tout à l'heure sur notre vie de tous les jours est important, mais devient réflexe et bien compris de nos entourages. Nous devons faire confiance à l'ensemble du personnel hospitalier et des demandes de suivi réalisées par ces derniers. » Voilà. Alors après, il termine en disant que nous avons une chance sur Lyon d'avoir un centre pointu sur les transplantations et sur la prise en charge de ces dernières. L'accompagnement de l'association Phoenix est un plus majeur dans ce parcours et l'accompagnement sur la compréhension du protocole médical. Donc vous voyez, ce témoignage montre l'importance qu'il y a dans le suivi des gestes médicaux, bien sûr, des médicaments, puisque bon, vous savez, on est immunodéprimé, donc tous les jours on doit se prendre des médicaments à certaines heures, selon certains protocoles. Mais il insiste bien aussi sur le fait que la dimension du soin vient de tout le suivi et de toute l'attention que le corps médical, mais aussi les membres de l'association Phoenix donnent à ceux qui finalement en ressentent le besoin. Alors, après avoir déterminé, essayé en tout cas de cerner la notion de soin par rapport à l'avancement de la maladie, la question que vous vous posez tous, c'est que maintenant la notion du sens de ce soin.
Parce que dire que le soin, c'est l'accompagnement physique et moral entre guillemets du malade, ça ne donne pas pour autant véritablement son sens. Et comme Élodie tout à l'heure l'a évoqué, la notion de sens, elle est très importante, puisque en ouvrant un dictionnaire ou en allant sur Internet, on voit bien que le sens a vraiment beaucoup de significations possibles. Alors, tout à l'heure, Jean-Étienne Bazin disait « Attention, la question n'est pas est-ce que le soin a du sens ?» Aujourd'hui, c'est vrai que ça va un peu on met ça un peu à toutes les sauces, il faut que c'est du sens. Bon. Alors évidemment, le soin, il a du sens, c'est automatique, puisque nécessairement, il a une utilité. Si vous soignez les personnes à longueur de journée, c'est parce que il faut, je pense, pour vous, que ça ait du sens, donc le soin a du sens. Bon. Mais la question n'est pas ici celle, est-ce que ça a du sens ou pas, sinon je m'arrêterai de parler, évidemment. La question, c'est quel est le sens que l'on doit attribuer aux soins au cœur de la maladie? Donc c'est une question quand même assez compliquée. Et cette notion de sens, et ce mot sens, il est assez extraordinaire parce qu'en 4 lettres, on arrive à évoquer une multitude de significations différentes. Et c'est un constat d'Élodie, mais c'est aussi un constat de François Cheng. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un académicien français, mais d'origine chinoise. Il est arrivé en France à 19 ans, il ne parlait pas un mot de français, il est devenu académicien. Donc c'est un chirurgien de la langue française, il est extraordinaire. Vous pouvez, il a écrit évidemment un certain nombre de livres. Il y a des émissions avec François Cheng que je ne peux que vous conseiller d'écouter. Et il dit, c'est quand même extraordinaire, la langue française, c'est la seule langue qu'ils connaissent où le mot sens, 4 lettres, puisse évoquer autant de possibilités. C'est incisif, sens, c'est un mot qu'on dit très rapidement et derrière lequel on peut mettre beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, ça aussi, je fais écho avec ce que Élodie a dit tout à l'heure. Le sens, ça peut être une orientation, un objectif, vers quoi finalement tend le soin. Quelle est l'orientation ou l'objectif du soin. Mais ça peut aussi être la notion de qualité du soin. Ce que je disais tout à l'heure, c'est essentiel et sens, finalement, ce sont 2 notions qui se combinent, qui s'ajoutent. Sens, ça a donné aussi le mot sensé et sensible. Vous voyez, donc en réalité, le soin, c'est le sens du soin, ça peut être aussi une question de sensibilité, question d'essentiel. Bon. Et la notion d'essentiel, elle a d'ailleurs beaucoup été évoquée au moment de la crise du Covid, parce que quand on s'est tous retrouvés enfermés chez nous, on s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qui me faisait lever le matin? Et on s'est rendu compte que ça n'était pas nécessairement ce que l'on croyait de plus important qui nous anime au fond dans notre quotidien. Alors, pour autant, le sens du soin, qu'est-ce qui est essentiel? Quelle est l'utilité du soin? Et évidemment, à mon sens, le sens du soin va être différent selon que l'on est le soigné ou que l'on est le soignant. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Moi, je suis plus là pour vous parler du sens pour le soigner. Et c'est vrai que par rapport à ce que j'ai entendu ce matin, je pense que je vais vous apporter un éclairage peut-être un peu différent. Et puis, le sens du soin pour le soignant, évidemment, c'est... il faudrait que je conclue. Pardon, je suis trop longue, pardon. Alors, écoutez, je vais essayer de synthétiser. Oui, non, mais je vois pas le temps passer, pardon. Donc, je vais essayer de synthétiser. Donc, le soin, c'est avant tout une relation.
hein, entre le soigné et le soignant, c'est quand on dépend de l'autre, hein, finalement. C'est une relation de dépendance. Et on a dans le soin, il y en a un qui a conscience du besoin de l'autre et qui souhaite le combler. Et la difficulté, c'est que parfois, pour certains, le soin, c'est un dû, et pour d'autres, c'est un don. Et alors, au total, qu'est-ce que l'on donne finalement comme sens aux soins au cœur de la maladie? En principe, le soin, ça doit être un don. C'est le sens du soin, à mon sens. Et alors, pour le soigner, le sens du soin, c'est guérir, hein, dans le meilleur des cas. C'est moins souffrir, physiquement, moralement. C'est pouvoir aussi affronter la perspective de la mort dans la dignité et la paix. C'est découvrir aussi ses limites et ses forces. Et on a parlé de la vulnérabilité. Et pour le soignant, eh bien, c'est aussi finalement soulager et accompagner, hein, la fracture de vie dont on a parlé. Et là, c'est là que je conclurai sur cette question, puisqu'il faut que je me dépêche. Pour moi, vous avez beaucoup parlé du sixième sens. En réalité, voilà, moi, en tant que soigné, le soignant, je le vois comme quelqu'un qui répond à un besoin profond de porter secours à l'autre. Et pour moi, c'est pas un sixième sens, c'est la nature profonde de l'homme. C'est peut-être une illusion que j'ai, mais pour moi, un soignant, il est né pour soigner. Il est né parce que le matin, il a envie de porter secours à son prochain. C'est pas un sixième sens, à mon avis. C'est votre nature, c'est la nature humaine. Et quand on a parlé des robots tout à l'heure, on a dit ça marche pas, mais évidemment, parce qu'un robot, il n'est pas humain. Un sens ne peut être que humain. Et j'allais dire, tout à l'heure, je vous ai dit, pour certains, le soin c'est un dû et pour d'autres c'est un don, mais le soin qui est un don, c'est un don de soi. Je ne sais pas si je suis claire, mais il n'y a pas de sens si le don du soin n'est pas un don de soi. Moi, c'est comme ça qu'en tant que soigné, je l'ai vécu. J'ai eu une expérience à l'hôpital qui n'était pas que médicale. J'en suis ressortie. Vous allez me dire, c'est quand même pas drôle une transplantation, c'est sûr. Mais j'en suis ressortie beaucoup plus forte parce que j'ai rencontré l'humanité dans toutes ses dimensions et je l'ai rencontrée aussi en tant que visiteur de personnes transplantées parce que à travers notre vulnérabilité, on rencontre l'autre sans aucune barrière. Tout tombe, hein, quand on est vulnérable. Et le soignant, il est face à un être vulnérable, et c'est en cela que le sens du soin est primordial. C'est le don de soi, à mon avis. Et sans le sens, eh bien, le soin n'est plus un soin. Je suis peut-être un peu sévère, mais le sixième sens, tout à l'heure, quand j'ai vu que vous vous posiez des questions, je me suis dit, mais bon sang, vous êtes des hommes, hein, et vous êtes programmés pour aimer, vous êtes programmés pour vous donner aux autres. Si les soignants aujourd'hui n'ont pas encore une fois, c'est pas un sixième sens, c'est votre nature la plus profonde. Et quand on est soignant, cette nature elle est encore plus forte chez vous qu'ailleurs, que pour d'autres, à mon avis. Voilà. Et alors voilà, moi si je peux me le permettre. Bon, on a parlé des protocoles, etc., avec toutes les limites que ça comporte. Mais dans la salle, il y a eu des personnes qui ont dit oui, mais enfin, les protocoles, parfois, quand on les respecte à la lettre, c'est de la maltraitance. Oui, parce que si on ne rajoute pas de l'humain dans ces protocoles, ça peut devenir de la maltraitance. Parce qu'il n'y a pas cette dimension de don de soi, parce qu'il n'y a pas la dimension de l'amour, il n'y a pas la dimension du souci de l'autre. Voilà. Donc, je crois qu'il faut que je m'arrête. Avec juste une dernière petite phrase en troisième voie du soin, puisque j'ai dit c'était une relation réciproque entre le soigné et le soignant. Il y a aussi cette troisième voie qui est maintenant
développé dans certains hôpitaux et que l'association Phoenix a mis en place à l'hôpital, c'est la notion de patient expert. On met en place une éducation thérapeutique qui permet en fait aux patients de mieux connaître sa maladie, de mieux savoir gérer les éventuelles évolutions de sa maladie. On apprend en fait aux soignés à se soigner. Et le sens du soin dans cette notion de auto-soin, en réalité, est un soin également à part entière, puisque en permettant aux soignés de mieux se prendre en charge, les soignants, au sens classique du terme, peuvent apporter un soin qui sera sans doute plus adapté et qui ira plus loin. Donc ça aussi, à mon sens, ça peut... selon moi, ça peut aussi être une forme de soin, mais qui est encore assez nouvelle, mais qui apparemment déjà promet un certain nombre une évolution très positive dans la prise en charge de la maladie. Voilà, et je m'arrête parce que je suis trop bavarde, c'est vrai, c'est connu chez les avocats. Voilà, désolée. Merci Isabelle pour cette expérience humaine partagée qui nous laisse beaucoup à penser certainement. J'avais juste envie de laisser la parole à la salle et exprimer quelque chose autour de finalement, tu as peu évoqué la question de la singularité, de se soigner, et qu'on a évoqué tout à l'heure la protocolisation et qu'on aurait peut-être des sujets à évoquer. Finalement, cette expérience patient et la singularité des situations, comment répondre entre l'ouvrier du soin, ce qu'a évoqué Philippe tout à l'heure, et finalement parce qu'il a appris des choses dans les livres et dans son expérience professionnelle, et le patient qui a l'expérience du pâtir, et tu l'as assez bien expliqué sur comment tu voyais les choses. Finalement, comment se retrouver nous en tant que professionnels et vous en tant que soignés. Et puis, mais tu as un peu répondu, finalement, est-ce que pour nous, et toi, ou les soignés que nous serons un jour, ou que nous avons été, est-ce que le sens du soin est différent? Et c'est peut-être une vraie question qu'il faudrait qu'on gratte. Je vous laisse la parole. Oui, Isabelle, je voulais vous remercier pour cette magnifique plaidoirie par rapport aux soignants. Juste, je voulais vous préciser, non, pas préciser, ça fait vraiment boutin, vous dire qu'il y a quelque chose que vous avez totalement oublié, c'est votre rôle à vous. Isabelle ou les soignés, c'est vous qui nous donnez, et vous nous donnez c'est un vrai don dans ce cas, c'est vous qui donnez un sens à nos soins. Et il faut, dans la relation, il faut pas minimiser ce retour. C'est parce qu'on a des soignés et qui nous renvoient aussi de l'humanité qu'on peut retrouver de l'essence pour carburer dans nos soins. Oui, je crois que c'est... Bon, j'ai été obligée d'un peu écourter, mais effectivement, c'est vraiment une relation qui est très forte. Hein. Bon, surtout quand on est hospitalisé plusieurs semaines, avec des hauts et des bas, forcément. Mais j'ai effectivement, parfois, un médecin rentrait dans ma chambre et puis il me voyait en train de dormir. Il me dit « mais vous dormez ?» Alors, je dis « ben oui, parce que j'ai besoin de... » Mais alors que la veille, j'étais en très grande forme et j'ai senti que ça lui minait le moral. Je lui dis non mais vous inquiétez pas, je vais bien, mais c'est simplement j'ai une visite pendant 2 heures de mes amis, là je suis un peu fatiguée, et j'ai senti que le fait que je sois un petit peu moins en forme que la veille, ça lui minait le moral. Et je me suis rendu compte que finalement il y a vraiment une interaction, hein, parce que dans un service de transplantation, il y a des personnes qui ne vont pas forcément très très bien tout de suite, ou qui vont bien puis ensuite moins bien. Il y a quand même des complications, c'est quand même pas tout à fait rien. Quand ils poussent la porte d'une chambre et qu'ils se disent bon, pourvu que cette personne aille bien, parce que là moi quand il y en a 3 qui font des rejets, des complications, c'est quand même vraiment pour eux également difficile. Mais il y a aussi également le cas des infirmières, parce que quand les infirmières aussi voient qu'on va bien, ça leur remonte le moral. On discute, c'est plus léger comme ambiance évidemment. Mais aussi quand je visitais, parce que en ce moment j'ai pas pu reprendre les visites, souvent elles me disaient c'est super que vous soyez là parce que nous on n'a plus le temps.
on voudrait vraiment discuter, expliquer, avoir des temps un peu légers entre guillemets avec les patients, leur consacrer du temps, de l'attention. En fait, c'est une recherche de sens, tout simplement, dans leur acte médical. Et elle nous disait, vous au moins, vous pouvez y aller. Donc elle nous envoie, quand on y va, elle nous dit, allez voir telle personne, parce que là, il faudrait vraiment lui parler, il faudrait vraiment lui répondre à ses questions, et nous, on peut plus, on n'a plus le temps. Voilà. Et donc, d'une certaine façon, je me suis rendu compte, même si au départ, je faisais ça pour des personnes en attente ou de greffe ou qui ont été déjà greffées, je me suis rendu compte que d'aller visiter les malades, ça soignait un petit peu indirectement aussi le corps médical. Donc, c'est d'autant plus motivant d'aller à la rencontre de cet univers hospitalier. Alors, pour être membre de cette association, et je n'ai jamais entendu ce type de problème. Encore une fois, on n'a pas forcément tous discuté de notre expérience de façon très très précise, mais je n'ai jamais entendu dire que un patient aurait été mal reçu ou peu reçu, moins qu'un autre. Ça, je ne l'ai jamais entendu. Peut-être que c'est le cas, mais franchement, je ne l'ai jamais entendu. Et pourtant, ça fait quand même maintenant 6 ans que je fais partie de cette association. On fait tous le constat que on est vraiment au cœur des préoccupations. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai lu, c'est le témoignage de l'un des membres de l'association. Je n'ai vraiment pas ce sentiment. D'ailleurs, une fois, j'étais allée à l'hôpital rendre visite en service de réanimation, et là, il y avait un jeune homme qui était déficient mentalement, clairement. Il avait été transplanté, et les infirmières disaient, quand même, il est passé devant d'autres personnes, peut-être que sa crainte, c'était qu'il ne puisse pas peut-être prendre ses médicaments correctement par la suite, et c'est vrai qu'il y a un risque de rejet très important si on ne prend pas ces médicaments à certaines heures, selon certaines modalités. Donc ça suppose effectivement d'être doté d'un minimum, disons, de capacité intellectuelle, on va dire, mais enfin, c'est pas non plus. Mais pour cette personne, pour ce jeune, c'était a priori pas forcément évident. Et en fait, l'infirmière dit, non, mais en fait, le médecin a dit, il n'y a pas de raison, tout le monde doit pouvoir bénéficier des mêmes soins. Et donc, je n'ai pas du tout l'impression qu'il y ait une espèce de catégorisation des soins en fonction, effectivement. C'est vrai que le fait que, je suis avocat, etc., vous vous dites, peut-être que c'est vrai qu'elle a fait l'objet d'un traitement de faveur, mais très honnêtement, je n'ai pas du tout ni eu cette information, ni cette impression. Mais ça peut exister, j'imagine, dans certains, mais pas en tout cas à la Croix-Rousse, à mon avis, non.